Oui, d'abord, je dirais que le Collège des Bernardins se définit souvent en disant que nous sommes un lieu de recherche et de dialogue pour l'Église et la société. Donc, nous sommes très à l'aise, très heureux d'accueillir ce débat qui aura lieu à la fin de la semaine. Et concernant l'écologie, de nombreuses activités ont été menées sur ce thème, notamment ces dernières années, une équipe a travaillé avec Bruno Latour, qui a donné lieu à un colloque à la fin de l'année 2019. En ce qui concerne le département économie et société dont je m'occupe, nous avons travaillé pendant 9 ans sur l'entreprise. Sur ce sujet, la question de l'écologie était un petit peu laissée de côté, puisque nous sommes concentrés sur la question des relations entre investisseurs, actionnaires, entreprises, salariés et dirigeants. Et nous avons, par contre, lancé depuis la fin de l'année 2019 un nouveau programme qui concerne l'articulation des questions touchant à l'économie et à celle de l'écologie. Si le Collège des Bernardins s'engage dans des activités de recherche ou supporte des activités de recherche, c'est parce que nous avons la conviction que les idées ont un rôle très important. Les idées font évoluer la société. Le futur n'est jamais écrit. Nous appartient de le définir, de le penser, et pour ça, de produire les outils intellectuels qui permettent de l'orienter. Et en cela, le travail intellectuel, notamment le travail des chercheurs et des académiques, est extrêmement important, et on est très heureux de contribuer ou d'encourager ces initiatives. Oui, absolument. Et donc l'expérience que nous avons faite dans cette recherche qui aura duré 10 ans sur l'entreprise, c'est qu'il est impératif au minimum de rapprocher l'économie du droit. Parce qu'on a été confronté, et notamment pour moi, économiste, au problème suivant, c'est que tout le mouvement de financiarisation qui a imprimé une marque presque indélébile sur l'économie mondiale, la France n'en est qu'un cas particulier, vient d'une curieuse réinterprétation par les économistes d'une situation juridique qui pourtant n'avait pas fondamentalement changé, mais les économistes ont interprété le droit des sociétés en disant que les actionnaires étaient propriétaires de la société. Et assez curieusement, d'ailleurs, les juristes se sont laissés faire dans cette opération. Et donc, si nous avions une recommandation amicale à faire à nos collègues et amis juristes, ce serait de surveiller l'interprétation qui est faite des règles qui parfois ne changent pas, mais qui aboutissent pourtant à des interprétations très différentes et qui ont une influence, à vrai dire, considérable sur l'évolution, et en particulier par rapport au problème de l'interdépendance entre l'économique, le social et l'environnemental. Alors, les enjeux écologiques, en fait, pour un économiste, sont un test de réalité assez douloureux, parce que l'écologie ne rentre dans le calcul économique que par l'intermédiaire d'une conception marchande de l'économie. C'est-à-dire, est-ce que la ressource écologique, et d'ailleurs le terme de ressource est en soi déjà un biais, une déviation, est-ce qu'elle fait l'objet d'une évaluation monétaire satisfaisante? Alors, il y a des progrès ont été réalisés, il y a toute la réflexion sur les externalités, mais fondamentalement, l'environnement est présent sous la forme d'une ressource, malheureusement sous-évaluée jusqu'à présent, mais d'une ressource, pas de quelque chose qui a de la valeur en soi. Et au fond, le problème est symétrique de celui que nous avons rencontré, sur lequel nous avons travaillé, alors là, de façon intense pendant des années au Bernardin. Il y a une symétrie de ce point de vue entre le travail, le traitement du travail et le traitement de la nature. Le travail est une charge pour tous les systèmes comptables existants, alors qu'il était évidemment une valeur en soi, et puis une force et un élément je dirais du capital de l'entreprise. Et la nature, il en va de même. Elle est en fait une valeur qui devrait être reconnue. Or, elle n'entre pas en tant que valeur, elle entre tout au plus en tant que coût des dommages infligés à l'environnement dans le référentiel comptable. Et donc là, il y a vraiment urgence à créer un nouveau système de critères de performance pour l'entreprise
qui, tout en conservant bien sûr les critères financiers existants, on va pas changer de planète, d'un autre côté, respecte plus le travail comme une valeur et non pas uniquement comme une charge, et symétriquement, même si nous n'avons pas travaillé directement dans les premières années, mais nous avons débouché sur cette question, et c'est l'objet de la recherche actuelle au Bernardin, il y a la même obligation, le même changement de paradigme à opérer du travail vers la nature pour le reconnaître comme une valeur. Mais ça implique un changement complet du référentiel comptable, c'est-à-dire en fait du système de valeurs au sens plus large du terme, qui doit inspirer l'entreprise. Et ça, c'est l'objet de la recherche actuelle, qui s'inscrit donc dans le prolongement naturel, sans jeu de mots, de la recherche précédente sur l'entreprise. Alors, j'ajouterais que dans les propositions issues de nos précédents programmes, il y a des propositions concernant l'évolution de la gouvernance des sociétés, notamment par la participation accrue de salariés dans le conseil d'administration. Alors, je pense que c'est un premier levier de transformation possible, au sens où on peut penser que les salariés venant équilibrer ou faire entendre une voix différente de celle des administrateurs qui le plus souvent se pensent comme représentants des actionnaires, puissent faire droit à des considérations écologiques ou touchant à l'environnement. Je pense aussi qu'on ne peut pas oublier que au cours de ces dernières années, la sphère financière elle-même a pris une conscience accrue des enjeux et des impacts financiers liés à ces enjeux écologiques. Et je crois que aujourd'hui, on peut dire que dans nombre de cas, les acteurs financiers interrogent les entreprises sur les risques liés aux questions environnementales, etc. Et je crois que c'est un levier qui est tout à fait réel. En fait, il y a un très large consensus pour dire que il faut intégrer des préoccupations qui relèvent du bien commun dans les objectifs et les critères de décision des entreprises. Mais il est trop réducteur d'essayer tout de suite de définir le contenu de ce bien commun, bien que ce soit évidemment une motivation extrêmement puissante. Ça, c'est, disons, l'approche, disons, substantielle. Il y a une autre approche, disons, de type procédural, qui est de mettre les acteurs en position de définir et de faire évoluer la caractérisation du bien commun. Et c'est ce qu'il faudrait faire, en particulier pour les préoccupations liées à l'environnement et aux ressources naturelles. Et là, les salariés qui, à la différence des actifs financiers qui, eux, peuvent se déplacer d'un bout à l'autre de la planète en quelques dixièmes de seconde, les salariés, ils sont ici, maintenant, là. Ils ont une inscription spatiale qui est absolument déterminée. Et donc, les salariés ont un intérêt direct à la défense de l'environnement, puisque c'est là qu'ils travaillent et non pas ailleurs. D'où l'importance que dans les critères de gouvernance des entreprises, on donne plus de place aux salariés par rapport aux intérêts financiers dans la gouvernance des entreprises. Moi, j'ajouterai encore un dernier élément qui me paraît important, surtout qu'on parle d'évolution législative. Olivier a dit tout à l'heure que au-delà du texte de loi, il y a la manière dont la loi est reçue et dont elle est interprétée, mise en œuvre par les acteurs de justice. Je crois qu'il est important aussi de souligner la dimension symbolique du droit. Et quand on commence à parler, par exemple, de délit écologique, vous voyez, ça contribue à faire changer les modes de pensée et les représentations des acteurs, et en particulier des consommateurs, qui détiennent un pouvoir dont il serait maladroit ou inconséquent de négliger l'importance. Le pape Benoît XVI avait d'ailleurs souligné avec force l'existence de ce nouveau pouvoir qui est entre les mains des consommateurs, qui est probablement potentiellement plus fort encore que celui des actionnaires. J'ai l'impression que la loi sur le devoir de vigilance, à l'élaboration de laquelle nous avons d'ailleurs collaboré un petit peu, elle a quand même conduit des changements dans les entreprises, au sens où elles ont été amenées à interroger leur mode de fonctionnement, leurs pratiques, leurs processus. Un peu de la même manière que d'ailleurs ce qui arrive lorsqu'elles engagent un processus de cotation environnementale,
où elles sont obligées de se réajuster. Donc de ce point de vue-là, il y a certainement un effet réel et on peut espérer qu'une évolution législative produira d'autres effets du même type. On pourrait peut-être ajouter la chose suivante, que dans le cas de la loi Pacte, il y a une évolution qui est assez intéressante avec ce comité de suivi de mission qui suggère que l'entreprise, enfin la société en réalité, si on parle à la manière des juristes, est collectivement responsable vis-à-vis du reste de la société avec un S majuscule. Et donc là, il y a un dispositif qui est potentiellement très intéressant, mais qui nécessiterait que du coup, dans les conseils d'administration, il n'y ait pas uniquement ou pas majoritairement des représentants du capital, même si c'est bien sûr une des ressources fondamentales. Il devrait y avoir aussi, de façon équilibrée, des représentants du travail pour collectivement porter la responsabilité de l'entreprise vis-à-vis, de ses effets sur l'environnement. Et là, la loi Pacte, effectivement, représente sans doute un dispositif qui, si on le laisse se développer, pourrait peut-être entraîner une véritable révolution intellectuelle dans la façon dont l'entreprise se raccorde à l'ensemble de la société évidemment avec un grand S. Moi, j'ajouterais aussi que la notion de raison d'être qui a été introduite par la loi Pacte, on voit que dans nombre de cas, la raison d'être qui est produite par les différentes entreprises concernées porte notamment sur des questions d'environnement. Je pense à Danone, je pense à Yves Rocher ou d'autres du même type. Alors certes, la raison d'être, elle n'a pas de valeur juridique tant qu'elle n'est pas intégrée au statut de la société, ce que la loi Pacte encourage les entreprises à faire. Et bien entendu, dès qu'elle devient intégrée au statut, ça devient un point d'appui, soit pour exercer une pression de manière à ce que l'entreprise reste fidèle à sa raison d'être, soit même pour le dirigeant qui serait en prise avec des actionnaires qui voudraient les faire dévier de cette trajectoire dessinée par la raison d'être, d'avoir un point d'appui pour résister, et je pense que c'est important. Alors, lorsque les entreprises adoptent a fortiori le statut d'entreprise à mission, où là, la raison d'être fait partie des statuts et il y a des comités de suivi, comme l'a évoqué Olivier, à ce moment-là, effectivement, on a un levier qui devient assez significatif.